Bonsoir à tous. Et merci de vous être déplacés ce soir pour cette causerie. Je suis vraiment très touché par votre présence ici ce soir. Avant de commencer, je voudrais remercier le Codan Art Center qui a généreusement mis cette salle à ma disposition ce soir. Je leur suis très reconnaissant. Je voulais faire cette causerie, non pas pour faire un bilan de ma courte carrière, ou bien pour faire faisaire, comme on dit en créole, mais pour partager avec vous les événements et les rencontres qui ont jalonné ma route et qui m'ont amené au développement du style affaires. J'utilise ici le mot développement, car comme vous le verrez plus tard, je n'ai rien inventé. Le mot affaires intrigue. Pour ceux qui ne le savent pas, ce mot, créole mauricien, est un de ces mots pommes d'amour que l'on utilise à toutes les sauces quand on ne connaît pas ou quand on a oublié le nom de quelque chose. Adeline Forgette, qui m'a interviewé un jour, m'a demandé « Mais dans quelle catégorie tombe ce style de peinture ?» Ne sachant pas comment catégoriser le style qui était à ses débuts, je lui ai répondu « Je n'ai aucune idée, c'est un affaire que je n'arrive pas à identifier. » Elle a aimé le mot affaire, moi aussi, et le nom est resté. Je vous propose maintenant de remonter avec moi dans le passé. Nous sommes en 1900. Noah, mais qu'est-ce que c'est que cette image-là? Je t'ai dit remontons dans le passé, mais pas à l'époque où je buvais encore dans des biberons. Bon, cette erreur de datation me donne l'occasion ici de vous présenter mon fils Noah, qui s'occupe ce soir de la projection, et à qui je dis un grand merci pour son précieux coup de main. Bon. Maintenant, Noah, concentre-toi. Voilà. Merci, Noah. En août 1986, j'ai 18 ans et je décide de me lancer dans la peinture à l'huile. Mon papa m'achète de quoi peindre au magasin Poisson à Port-Louis. Ce magasin sur la chaussée était un des rares endroits, à l'exception peut-être de Corner House, ou à importer des fournitures pour la peinture à l'huile. Il faut dire qu'avant l'âge de 18 ans, j'étais loin de me douter que j'avais un quelconque talent en peinture. En Forme 5, au Collège du Saint-Esprit, j'avais voulu suivre les traces de mon grand frère Renaud, et j'avais pris comme sujet la biologie, à la place du dessin. Après ma première dissection, je compris ma méprise. Je ne serai jamais chirurgien, fort heureusement d'ailleurs. C'est donc en Forme 6 Loin que j'ai décidé de prendre le dessin comme sujet subsidiaire à la place de la biologie que je laissais tomber sans aucun regret. C'est fou comme l'observation des entrailles d'un batracien peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Une première personne intervient alors dans ma vie. C'est Jean-Pierre Dargent, ancien professeur d'art au collège, qui, voyant mes peintures, trouve que je dois absolument faire le dessin. Comme sujet principal pour les examens de la HSI. Il en parle au recteur de l'époque, Cyril Lechning, qui accepte que je change de sujet in extremis. Quelqu'un m'a dit que pour une causerie, il fallait avoir au minimum un terme latin pour avoir l'air sérieux. Donc, c'est fait. Je disais donc que le recteur me permet de changer de sujet dans ma dernière année, avant les examens de la HSI, et j'obtiens finalement un A en art. Et cerise sur le gâteau,
on m'apprend que je suis sorti premier de cette discipline à Maurice pour l'année 1987. Il a vraiment changé mes pages en plus. Mince, finalement je suis en train de me vanter. Ce qui fait de moi officiellement un faiseur. Aléa Jactaes. Et de deux. Mais plus sérieusement, vous devez vous demander ce que mes prouesses d'adolescents vantards ont à voir avec ce tableau projeté sur l'écran. Eh bien, ce tableau représentant le mouchoir rouge à Maillebourg a été peint au cours de cette année 1986 où je commence à pratiquer le dessin. C'est mon tout premier tableau à l'huile. 2 années passent où je tâtonne avec cette nouvelle discipline et en 1988, je rencontre France Stobb, un ami de mes parents, qui est dentiste, ornithologue, botaniste et aussi artiste peintre. Je lui montre mes premiers tableaux à l'huile et je n'ose à peine y croire. Il me propose de l'accompagner les samedis après-midi avec des amis à lui pour peindre en plein air. Je rencontre pour la première fois Roger Charroux, Serge Constantin et Yves David dans la cour de l'église de Petite-Rivière. Je les connais de réputation. Et quelques tableaux de Roger Charroux sont accrochés au mur de la maison de mes parents. Je suis très touché ce soir de voir Roger Charroux parmi nous. Et je vous dis un grand merci à lui et à Bernard d'avoir fait le déplacement. Ça me touche énormément. Mais revenons à 1988. Quand je me retrouve devant ces grands artistes, je suis impressionné. Je suis très intimidé, presque aussi intimidé que ce soir. Le tableau que vous voyez ici représente l'église de Petite-Rivière et a été peint au cours de cet après-midi de 1988. Une anecdote m'avait amusé à l'époque. Durant cette session, Roger Charroux et France Stobb avaient dessiné et peint des tableaux représentant l'église. Alors que Serge Constantin tournait le dos au bâtiment pour peindre les buissons. Et je me demandais alors pourquoi se déplacer jusqu'à Petite-Rivière si c'est pour peindre des touffes d'herbe. Je ne connaissais pas encore le côté anticonformiste de Serge. Au cours de nos sorties du samedi, j'ai beaucoup appris en regardant Roger peindre. En plus de son grand talent, il est un peintre d'une grande générosité et n'hésite pas à m'aider. France et Roger ont su transmettre leur passion au jeune homme que j'étais. Roger m'a aussi montré l'importance de la transmission et le partage de l'expérience acquise. Finalement, cette causerie est en quelque sorte un peu de sa faute. Plus de 30 ans plus tard, j'ai eu le grand bonheur de revoir Roger dans son atelier et j'ai retrouvé chez lui cette même gentillesse, cette grande modestie. Et j'ai ressenti le grand honneur de me retrouver avec un des plus illustres peintres mauriciens. Roger, je ne te remercierai jamais assez. En 88, c'est donc tout naturellement et sans aucune hésitation que j'essaye de copier le style de Roger Charroux. Je passe des heures devant ces tableaux à observer ses touches, ou plutôt ses économies de touches. Là où un peintre chevronné utilise un trait de pinceau pour définir une forme, j'en utilise plusieurs. Je réalise que Roger peint avec assurance et n'a pas cette hésitation dont j'essaye de me débarrasser. Ses traits de pinceau et les directions que prennent ses touches sont précises.
Je réalise aussi que la touche de pinceau du peintre est aussi unique qu'une écriture, et que quoi que je fasse, je ne serai jamais Roger Charroux. La preuve, je ne le suis toujours pas. J'essaye aussi de copier Marcel Lagesse, dont j'aime les portraits. À partir de photos de magazines, je choisis mes sujets à peindre et tente de reproduire son style de peinture. En art, je pense qu'il est très important de copier ses aînés et apprendre par l'observation. C'est ce que proposent aujourd'hui les écoles. Il ne faut cependant pas que le fait de copier les autres devienne une fin en soi. Copier n'est qu'une étape de l'apprentissage, une marche vers un autre palier. Comme je dis souvent, observez les touches, la consistance de la peinture, les mélanges de couleurs que font les peintres que vous admirez. Et à partir de cela, forgez votre propre façon de peindre. Je suis un autodidacte au niveau de la peinture à l'huile. Je n'ai jamais suivi de cours. J'ai tout appris par l'observation des tableaux des autres, avec des heures et des heures de pratique. Dans n'importe quelle discipline artistique, on ne peut pas seulement compter sur le talent. Sans un travail assidu et soutenu, on ne peut pas avancer. Un autre peintre qui m'a grandement influencé, c'est Maurice Ménardeau. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai été fasciné par sa peinture et son éblouissant talent pour reproduire la lumière. Peintre titulaire de la marine, Maurice Ménardeau effectue des voyages autour du monde sur les bâtiments de la marine française. Il exposera ses toiles à Maurice en 1940 à l'hôtel de ville de Kyopi, dont 7 toiles intitulées Le corps de garde. Maurice Ménardeau passera ses derniers jours à l'île Maurice en 1977, année de son décès. Aujourd'hui, la MCB possède une grande collection de tableaux de Ménardeau. Et grâce à mon père qui travaillait à la banque, j'ai eu l'occasion de voir de très près des dizaines de tableaux de Ménardeau que j'ai longuement étudiés. Bon, mais je parle, et nous sommes arrivés en 1989, et il est temps pour moi de partir en études. En janvier de cette année, je m'envole pour Durban, en Afrique du Sud, pour des études d'art graphique. Jeune, mince, je découvre un univers artistique et j'y apprends des techniques qui me serviront durant les années qui suivront. Durant mes études, je pratique l'aquarelle, puis une technique d'illustration américaine du nom de Rubaway et la gravure sur plaques de cuivre et de zinc. Mes horizons artistiques s'élargissent. Je réalise alors que l'éducation artistique enseignée dans nos écoles mauriciennes à mon époque est extrêmement limitée. On m'avait entraîné à passer la HSI, mais on ne m'avait pas appris l'art avec un grand A. Mes résultats en HSI me semblaient à tout à coup bien dérisoires, car mon supposé niveau de dessin était pauvre à côté de mes camarades de classe. À ce propos, je voudrais vous raconter une anecdote. En première année d'études, et seulement une semaine après mon arrivée, je débarque en classe de dessin anatomique. Un homme est assis, nu, devant moi, et je dois le dessiner. On a donné à chaque élève un papier de taille A1, c'est-à-dire 85 cm par 60. À l'école, je n'avais jamais peint sur des papiers plus grands que A3. Je commence donc par faire un petit dessin au milieu de ma grande feuille blanche. Et le professeur, passant par là, me demande « Est-ce que vous comptez faire carrière dans le design de timbre-poste » Mes joues devinrent immédiatement rouges vermillon. Au cours de mes 3 années d'études, il devient clair que je suis plus attiré par l'illustration que le design graphique.
Et je me demande souvent, quelle idée ai-je eue de faire le graphic design plutôt que les beaux-arts? J'avais suivi les conseils d'un ami d'alors et avais rejoint le cours d'art graphique sans me poser la question de ce que je voulais réellement. À mon retour en 1992, je me remets à la peinture à l'huile et prépare ma première exposition qui aura lieu en 1996 à la galerie Max Boulet à Rosines. Des choses importantes se passeront entre 1996 et 2003. Une rencontre avec l'œuvre d'un maître et une chute. L'un aura une incidence sur le développement des affaires et l'autre dans la poursuite du style affaires. Tout d'abord, la rencontre. Pendant plusieurs années, je me plonge dans l'œuvre de Vincent van Gogh, qui reste à ce jour l'artiste le plus émouvant que je connaisse. Le peintre me touche par sa peinture, mais aussi par sa détermination. En lisant la vie de Van Gogh et ses lettres à son frère Théo, je suis bouleversé par son parcours. Mort à l'âge de 37 ans, il laisse derrière lui une œuvre qui ne sera reconnue qu'après sa mort, et cela grâce à Johanna, la femme de son frère Théo, qui deviendra l'artisan de sa renommée. Je suis inspiré par les couleurs utilisées dans les tableaux de Van Gogh, ses choix de couleurs et leur juxtaposition. Cette façon de briser les codes m'inspire. Van Gogh est un extraterrestre dans le monde artistique de cette seconde moitié du XIXe siècle. Il peint avec ses émotions et on ressent une rage de peindre dans ses tableaux. En observant les tableaux de Van Gogh, je suis frappé par les formes que prennent ses touches. N'oubliez pas que depuis jeune, j'ai eu l'habitude de me frotter le nez contre les toiles pour observer les touches des autres. Dans certains de ces tableaux, je découvre les formes graphiques qu'il trace avec son pinceau. Des carrés, des lignes, des spirales, des ronds, des triangles. Ces formes graphiques iront se promener dans mon subconscient durant quelques années. Et je finirai par me demander à quoi ressemblerait une toile sur laquelle on utiliserait les formes géométriques de Van Gogh de manière franche et directe. Des formes géométriques qui habilleraient tout un tableau. L'utilisation de couleurs atypiques pourrait aussi faire partie de ce développement. Comme je vous l'ai dit au début de la causerie, je n'ai rien inventé. J'ai simplement simplifié et adapté les formes graphiques qui se trouvaient déjà dans les œuvres de Van Gogh. Mais pour le moment, l'idée est embryonnaire et il y a encore du chemin à parcourir dans ma tête pour la voir naître. Et patatras. En 2001, à la suite d'un événement personnel, je sombre dans une grosse dépression. Au départ, je suis persuadé que cela est passager, une déprime, comme on dit. Mais elle s'installe dans le temps et on me diagnostiquera une dépression récurrente et de la bipolarité de type 2. J'imagine que la bipolarité du troisième type est sans doute quand le patient se prend pour un extraterrestre. Heureusement, je n'avais pas atteint ce niveau. Les événements de 2001 furent le déclencheur d'un mal-être qui m'habitait depuis de nombreuses années, sans que je m'en rende compte. La dépression récurrente est souvent déclenchée à la suite d'un épisode traumatisant. Les psychiatres me font comprendre que je vais être obligé de prendre des médicaments jusqu'à la fin de ma vie, car le débalancement dans mon cerveau est chimique. Des personnes qui me veulent du bien me suggèrent de prendre sur moi, de fournir des efforts supplémentaires, de faire de la méditation, de l'hypnose, de l'acupuncture. Mais la dépression récurrente reste, dans mon cas, insensible à ces formes de soins. Je vous parle de dépression ce soir parce que je voudrais que cet état ne soit plus considéré comme une maladie honteuse
qu'il faut à tout prix cacher. Comme un diabétique, je vais devoir m'appuyer sur la médecine pour pouvoir évoluer, plus ou moins normalement, parmi mes semblables. En lisant la vie de Van Gogh, je découvre avec tristesse l'insécurité, les doutes et la maladie qui le tourmente. Avant de connaître sa vie, j'étais dans l'illusion qu'un grand peintre comme Van Gogh était sûr de son parcours artistique. Et je découvre un peintre rongé par l'incertitude, miné par la dépression et persuadé que sa peinture, contrairement à celle de Gauguin, ne valait rien. Je tiens ici à vous rassurer que, contrairement à mon peintre préféré, j'ai toujours mes deux oreilles sur lesquelles je dors comme un loir. Mais revenons au cours de l'histoire des affaires. En 2002, je fais une exposition de peinture et celle-ci est un flop complet. Très peu de personnes au vernissage et très peu de visiteurs ensuite. Ce revers artistique avait grandement affecté mon moral, qui était déjà très bas. Heureusement, ma femme Carole, qui partageait ma vie depuis peu, m'encourageait à persévérer et me fit réaliser qu'un échec devait être surmonté avec courage. Finalement, le besoin de peindre a été plus fort et j'ai repris mes pinceaux. Avant 2003, je ne pouvais pas concevoir peindre autrement que de manière très classique. Avec mes tableaux à l'huile, j'essayais, tant bien que mal, de suivre la voie tracée par mes aînés. Mais lentement, les influences de Van Gogh commencèrent aussi à changer ma façon de peindre à l'huile. En même temps, l'idée d'un style coloré avec des formes graphiques faisait du chemin en moi. Puis, un beau matin de 2003, je me suis réveillé avec une idée en tête. On pourrait appeler ça de l'inspiration. Et j'ai peint ce tableau. Il englobe beaucoup de touches à la Van Gogh et possède une vivacité dans les couleurs choisies. Cette maison coloniale, inspirée de la maison de Saint-Aubin, est le premier tableau d'un style qui deviendra un jour les affaires. Pour le moment, il y a beaucoup de traits, quelques points et une influence passagère du peintre séchellois Michael Adams. L'année 2004 est une année charnière. Carole et moi commençons à vivre ensemble et son influence artistique sur moi est grande. Carole est non seulement une chanteuse extraordinaire, mais elle a aussi été bijoutière. À ses côtés, je me sens, pour la première fois de ma vie, libre de créer, et cette créativité prend toutes sortes de formes. En premier, sur des galets, avec lesquels je fais des sculptures, et sur lesquels je peins des signes graphiques. Ensuite, je crée des designs de t-shirts qui ne seront jamais imprimés ni commercialisés, mais qui contiennent les prémices des affaires. J'ai l'impression que les affaires cherchent à tout prix à sortir au grand jour. Enfin, les triangles et les carrés font leur apparition dans les peintures de ce style. Comme ici, dans ce tableau, peint sur papier en 2004, mes premiers tableaux du futur style affaires sont peints sur papier à la gouache. Pour le moment, je ne conçois pas les peindre sur canevas. La toile semble être réservée pour les tableaux classiques à l'huile. Le style coloré que je viens de découvrir est pour moi une expérience comme une autre et qui n'a pas sa place en grand format. Il faudra attendre 2006 pour que les affaires, merci Adeline, le nom vient d'être trouvé, débarquent sur le canevas. Je fais 3 petits tableaux de petit format ayant pour thème une devanture de maison. Peindre sur canevas me semble beaucoup plus difficile que sur le papier.
J'utilise ici une peinture appelée poster color, qui ont des couleurs pré-mélangées. Il n'est pas encore possible de mélanger mes propres couleurs car je ne peins pas encore le style Zafer à l'acrylique ou à l'huile. Un combat alors s'installe en moi. Depuis une dizaine d'années, je me suis défini comme un peintre paysagiste classique, peignant à l'huile, mais au plus profond de moi, le style Zafer se débat pour sortir de son placard. Je me demande alors, mais qu'est-ce que vont penser tous ceux qui me connaissent grâce à mes peintures à l'huile classique? Mais plus important à mes yeux, que va penser mon père qui aime ce style classique? À cette époque, une grande partie de moi peint pour mon père, pour le bonheur d'avoir un commentaire positif de sa part au moment où je lui présente un nouveau tableau. Je fais tout pour ne pas le décevoir et je suis inquiet qu'il n'approuve pas mon nouveau style. Alors je ne lui montre pas les tableaux à faire. Je voudrais préciser ici que ces pensées tortueuses se passent dans ma tête et qu'à aucun moment mon père n'a émis des réserves sur ma peinture. Cette peur émane uniquement de moi et de mon manque de confiance. En 2012, mon père nous quitte. Et avec son départ, je perds mon principal spectateur. Carole est toujours là pour m'épauler dans les moments difficiles, et je lui fais part de mon désarroi. Pour qui est-ce que je vais peindre maintenant? C'est à cet instant que je prends vraiment conscience que durant toutes ces années, j'avais peint principalement pour faire plaisir à mon père et pour le public. J'avais peint des tableaux classiques, persuadé que c'était ce que tout le monde voulait. Durant l'année 2012, je ne sais plus quoi peindre. Je me sens vraiment perdu et je ne touche pratiquement pas un pinceau. Sauf peut-être pour repeindre la salle de bain. En complément au titre de l'article que vous voyez à l'écran, je dois ajouter qu'après mon passage à vide, je ne me suis pas reconverti dans la boucherie. À cette époque, j'avais commencé à peindre des tableaux à l'huile en utilisant le couteau. C'est mon regretté ami Thierry Montecchio qui m'avait poussé à tenter cette nouvelle technique et j'avais alors un peu délaissé les pinceaux, sauf pour les affaires qui évoluaient toujours en sous-marin. Pour mon exposition de 2014, je glisse subrepticement 6 peintures à faire parmi une trentaine d'huiles au couteau. L'éveil des affaires. Tin, tin, tin. Ça aurait pu être un titre dans la saga Star Wars version mauricienne. Après mon exposition de 2014 et dans les années qui suivent, les affaires prennent de plus en plus d'importance dans ma vie. Les couteaux sont donc rangés et la peinture à l'huile prend du recul à partir de 2018. Les affaires s'imposent et sont là pour rester. Je réalise de plus en plus à quel point la peinture est émotionnelle chez moi. J'ai toujours craint mes émotions. Elles sont les déclencheurs de mes chutes d'humeur. Quand j'ai un trop-plein d'émotions, comme maintenant, mon état mental descend et il est impossible pour moi d'arrêter la chute. Je remarque que peindre mes affaires me permet d'évacuer mes émotions et que cela me fait du bien. Je me sens heureux quand je peins dans ce style. Et le côté répétitif des formes géométriques me rassure et m'apaise. Je ne ressens pas la même chose avec la création d'un tableau classique. J'ai l'impression d'avoir l'obligation de bien le réussir, que le tableau classique doit suivre des impératifs bien définis, et cela engendre chez moi du stress. Le bien-être moral que me procurent les affaires a joué un rôle important dans ma décision de pousser ce style plus en avant. Pour moi,
ce style est hautement thérapeutique. J'avais toujours rêvé de développer un style qui correspondrait à mon caractère et avec lequel je pourrais, sans crainte, expliquer mes émotions. Le style affaires est ma façon, à moi, de créer un monde tel que j'aurais rêvé qu'il fût. Ce style semble naïf dans sa technique, mais aussi dans sa vision de la vie. J'ai toujours pensé que je suis entouré d'assez de noirceur pour ne pas en plus en rajouter sur mon canevas. Alors souvent, je peins le contraire de ce que je ressens et je recherche la positivité, la lumière, la beauté, les couleurs, le bonheur, la joie de vivre dans mes tableaux affaires. Il y a une différence majeure entre la réalisation d'un tableau classique et la réalisation d'un tableau affaires. Quand je peins un tableau classique, je sais d'avance les étapes à franchir pour obtenir le résultat escompté. Je sais déjà à quoi le tableau devrait ressembler à la fin. C'est un peu comme lire les dernières pages d'un roman d'Agatha Christie. En revanche, la création d'un tableau affaires est remplie de surprises. La seule chose dont je suis sûr, c'est au niveau du dessin préliminaire. La suite se met en place au fur et à mesure, au gré de l'inspiration. Et je suis souvent le premier surpris par le résultat. Ici, avec les affaires, je laisse de la place à l'inconnu. La création des affaires m'a permis, dans ma vie personnelle, d'appréhender les imprévus, que j'appréhendais très mal, et de m'adapter à chaque nouvelle situation sans vouloir obligatoirement la contrôler. J'ai appris, à travers la peinture affaires, à être plus spontané. Et je dois avouer que c'est très libérateur. Les affaires et moi, nous nous sommes influencés mutuellement. Je remarque pour la première fois en 2017 que mon regard a changé. Je peins une première version du Capri rouge en 2014 et à l'époque, mes couleurs sont plus pâles et le ton du tableau est plutôt anémique. Au niveau des graphismes, ils sont plus petits et plus nombreux. Observant le tableau en 2017, je décide de le changer et de lui donner plus de vivacité. Les couleurs du ciel deviennent plus foncées, les lignes qui entourent les éléments plus larges, et les petits rectangles au mur sont éliminés au profit d'un motif n'essayant pas d'évoquer les briques de corail. Une petite ligne blanche vient détacher le cabri de la surface du ciel. Je réalise qu'entre 2003 et 2022, le style a évolué. Il est devenu plus simple et plus assuré. Il y a une nette réduction dans la variété de graphismes utilisés. Dans le style de 2022, à la droite de l'écran, on trouve des lignes plus marquées et chaque élément du tableau se détache. Le style s'est simplifié. Ce n'est pas que je préfère le tableau de 2022 à celui de 2003, mais je réalise que le style s'épure de plus en plus. Je découvre aussi que les affaires commencent à avoir quelques principes de base. Un de ces principes se trouve dans l'utilisation des formes graphiques. Je me rends compte que la façon dont ces formes sont utilisées a son importance au niveau de la communication visuelle du tableau. De ce tableau, intitulé « Morne au petit matin », sur la gauche de l'écran, j'ai extrait un détail qui illustre un de ces principes. Pour donner de la profondeur et l'illusion qu'un élément du tableau se trouve devant l'autre, les formes graphiques utilisées
ici les cercles dans le ciel, doivent être tronquées, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être peintes dans la totalité de leur forme et être coupées au moment où elles rejoignent la lisière de l'élément qui est placé à l'avant, c'est-à-dire dans ce cas la montagne du Morne ou les nuages dans le ciel. Cela donne l'illusion que le ciel continue à l'arrière de la montagne et derrière les nuages. J'utilise cela dans tous mes tableaux afin de détacher un avant-plan d'un arrière-plan. Si j'avais peint les formes graphiques sans les couper, cela aurait donné l'effet d'un collage ou d'un papier peint. Durant mon voyage avec les affaires, j'ai pris conscience d'une autre chose très intéressante. Les formes graphiques changent la couleur d'un fond. Je m'explique. Les 3 images que vous voyez à l'écran nous montrent 3 façons différentes d'appréhender un même fond vert. De gauche à droite, le vert semble aller du plus chaud au plus froid. En ajoutant des éléments graphiques de couleur chaude, comme par exemple ici le jaune, ça va donner un ton chaud à ce vert. De même, en ajoutant des éléments graphiques de couleur froide, mauve ou bleu, sur ce même fond vert uni, cela va donner un ton plus froid à ce vert, qui au départ est le même. Je peux donc changer le ton d'un fond avec les éléments graphiques placés au-dessus. Si par exemple je peins des triangles jaunes sur un fond vert et je réalise que le fond est trop chaud, il me suffira d'ajouter des petits points bleus dans les espaces vides pour refroidir le ton du vert. Les couleurs sont modifiables tout au long de la réalisation d'un tableau grâce aux éléments graphiques. Le spectateur participe activement à l'expérience finale, car c'est son regard qui mélange les couleurs. Au contraire de ma peinture classique, le mélange ne se fait pas sur la palette. La collaboration du spectateur à l'expérience visuelle est essentielle. Et j'ai besoin de sa participation, de votre participation, pour que le tableau soit visuellement bien perçu. J'ai aussi réalisé que la forme même des graphismes utilisés avait leur importance. Dans ce tableau intitulé Ganga Talao, j'ai utilisé 2 formes pour les cercles. Dans le ciel, les cercles sont ronds. Mais pour donner l'illusion d'une réflexion dans le lac, je les ai peints ovales. En aplatissant les ronds, en les rendant ovales, j'ai donné l'impression qu'ils sont sur une surface horizontale, alors que les ronds du ciel semblent être sur une surface verticale. Cette déformation des éléments graphiques est une règle de base de la perspective. Vous remarquerez que j'ai incorporé une perspective classique dans beaucoup de mes tableaux à faire. Cela offre une particularité et une profondeur à ce style naïf. Dans cette aventure, l'expérience acquise avec mes tableaux classiques influence grandement la façon dont je peins certains de mes tableaux à faire. En art, rien n'est perdu. Toutes les expériences, les essais, les ratés ont leur importance. Aujourd'hui, je réalise que mes études de graphiste ont largement contribué à ce côté stylisé qu'ont les affaires. De ce fait, je ne regrette plus un instant les beaux-arts. La Covid-19, le confinement, l'incertitude, le naufrage du Wakasho ont été les moteurs de l'apparition des beaux-arts. Ce mot beaux-arts est dérivé de bonnes femmes ou bonhommes à faire. Ils sont des messagers qui m'aident à exprimer certains ressentis, certaines frustrations que je peux avoir. Ils ont une différente fonction dans mon monde des affaires.
Ils expriment des émotions plus sombres, des cris du cœur, qu'ils sont pour le moment les seuls à pouvoir véhiculer. Le mouvement Zaffaires est en marche. Je devrais rajouter tin. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation a inclus les tableaux Zaffaires dans son manuel d'art de grade 7. Cela m'a énormément touché de voir ce style aujourd'hui publié dans les livres des écoles secondaires du système public. Cette année, j'ai eu le bonheur de visiter l'école secondaire Keats College à Chemin-Grenier, où les enfants, le professeur M. Vicky Ramden et moi avons parlé affaires et design. Les enfants me demandaient « Mais quel avenir y avait-il dans l'art ?» Alors je leur ai expliqué que tout ce qui les entoure a été d'abord dessiné. Leurs vêtements, leurs sacs d'école, l'ameublement chez eux, leur téléphone portable, l'application sur les téléphones, les jeux, etc. L'art ne mène pas uniquement vers la création de tableaux. De nos jours, il y a des centaines de films et de jeux vidéo avec des effets spéciaux et de la 3D qui sortent tous les mois dans le monde. Et derrière tout cela, il y a des designers et il y a des artistes. Le monde de l'art est beaucoup plus vaste que l'on ne croit. Au niveau des écoles privées, les élèves de l'école du centre collège Pierre Poivre ont travaillé sur la vie en période de Covid et se sont inspirés du style Zaffaires. Ils ont adapté mes peintures et y ont ajouté leur touche personnelle. C'est pour moi une grande joie de réaliser que ce style trouve peu à peu une petite place dans le monde de la peinture mauricienne. J'ignore où vont les affaires. Ils évoluent au rythme de mon humeur et de mes envies. Parfois, je voudrais leur donner une direction plus fluide et plus spontanée, comme dans cette image que vous voyez ici. Mais à d'autres moments, je cherche une interprétation plus paisible, plus douce. Quoi qu'il en soit, il ne me semble pas avoir voix au chapitre. Les affaires font comme bon leur semble, et je semble n'être finalement que l'exécutant. Je sais au fond de moi que ce style est là pour durer. Ce soir, je voulais partager avec vous le fait que les affaires ne sont pas nées du jour au lendemain, mais ils commencent à avoir une histoire. Il m'aura fallu, merci Noah, 19 ans pour faire une exposition exclusive des affaires. C'est une suite d'événements et de rencontres qui l'ont amené là où ils sont aujourd'hui. L'année prochaine, cela fera 20 ans que je développe avec bonheur ce style qui remplit ma vie et me donne beaucoup de joie et m'aide à faire face aux temps difficiles. Ce soir, je tenais à remercier mes parents qui ont compris très tôt que je n'allais pas être banquier. Mes frères qui ont toujours été d'un grand soutien et que je n'ai pas assez remercié. Jean-Pierre Dargent, sans qui j'aurais été médecin malgré moi. France Taube et Roger Charroux, qui m'ont ouvert leur cœur et leur chevalet. Mes enfants, qui supportent mes délires, et ma femme Carole, qui est la force derrière tout ce que j'entreprends et qui m'aime et que j'aime. L'aventure des affaires ne fait que commencer. Merci de votre attention.